Salut les amis, le thème du jour de Médoc ad hoc, les corticoïdes et leur utilisation au long cours. Médicaments essentiels qui ont révolutionné la vie de millions de patients. Alors, déjà célèbre en 1950 avec 3 prix Nobel. De nos jours, près de 1% de la population adulte et jusqu'à 3% des plus de 70 ans suivent une corticothérapie prolongée. Oui, et une fois n'est pas coutume, Vincent, sans querelle de clocher. Ils sont incontournables dans, quasiment toutes les spécialités médicales. Multifonction, jusque dans la Covid-19, dans laquelle ils sont d'un grand recours. Aïe. Alors, multifonction est d'une utilité incontestable, d'accord, mais pas sans risque, n'est-ce pas, Vincent? Exact. En tête des causes des effets indésirables médicamenteux à l'hôpital, avec près de 10% des effets recensés. Oui, alors idem en ville, palme d'or des effets indésirables décernés par le New England pour les patients ambulatoires. Oui, bon. Alors on sait ce que vous allez nous dire. Rien de neuf sous le soleil, la iatrogénie on connaît. Mais alors, Pénélope, pourquoi s'intéresser aux corticoïdes? Figurez-vous que 65 ans après l'obtention de la première AMM, on n'est toujours pas au clair avec eux. Alors d'un côté, il y a ceux qui les diabolisent et les redoutent. Ah non, docteur, la cortisone, j'en veux pas. Germaine, elle en prend, et vu ce qu'elle m'a dit, ça me fait peur. On appelle ça la corticophobie. Le traitement est vécu par près de la moitié des patients comme un des plus dangereux qui soit. Carrément flippant, plus dangereux que les anticoagulants. Mais la corticophobie touche aussi certains soignants. Un tiers d'entre eux seraient concernés et la transmettraient aux patients. Oui, un truc de ouf. Alors tout ça, Vincent, est à l'origine d'une mauvaise adhésion au traitement, carrément non pris ou arrêté prématurément. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui les banalisent, avec 1. Une prise en compte insuffisante des effets secondaires jugés comme peu importants, et 2. Une surveillance incomplète. Oui, alors d'autant plus que les modalités de suivi ne font pas vraiment consensus, les pratiques seraient très hétérogènes et dépendraient largement de la spécialité du prescripteur. Alors, plusieurs questions restent ouvertes, Pénélope. Quel bilan préthérapeutique? Quel suivi pendant tout le traitement? Oui, c'est vrai. Alors, une fois de plus, en fait, le problème, c'est pas le médicament, c'est le suivi qui n'est pas vraiment optimal. Bon, alors Petroni, commençons par le bilan préthérapeutique. Il vise à évaluer les comorbidités susceptibles de décompenser sous corticoïdes et les facteurs de risque d'iatrogénie. Il n'y a pas de consensus. Sur la base des recommandations des différentes sociétés savantes, il comprend classiquement un bilan cardiovasculaire et métabolique, mesure de la pression artérielle, IMC, bilan lipidique, glycémie, évaluation du tabagisme, recherche d'antécédents cardiovasculaires et ECG, ainsi qu'un bilan osseux, antécédents de fracture, âge de la ménopause, calcémie et dosage de la 25-hydroxyvitamine D, une ostéodensitométrie si nécessaire. La recherche d'un foyer infectieux latent est également recommandée. Pensez particulièrement au dépistage de la tuberculose et à la mise à jour du calendrier vaccinal du patient et de son entourage. Pour terminer, pensez à rechercher une pathologie ou un terrain à risque de iatrogénie neuropsychique, dépression, la présence d'une cataracte ou d'un glaucome. Et aussi, sur le plan digestif, la prise d'AINS et d'antécédents d'ulcères gastro-duodénal. Bien entendu, les comorbidités dépistées sont à prendre en charge avant le démarrage du traitement. Un check-up ultra complet pour s'engager en toute sécurité. Et c'est pas terminé. Une fois le traitement en route, il s'agit de réévaluer régulièrement indications et posologie et de prévenir et déceler toute complication. Et ça, c'est souvent l'affaire du médecin traitant. Pas faux. Il apparaît, et ce sont les données de la littérature qui nous le confirment, que ce qui intéresse les médecins n'intéresse pas forcément les patients. Et inversement. Il y a en effet une discordance entre la perception des effets indésirables par le médecin et le vécu des patients sous corticothérapie prolongée. Ce qui est le plus souvent négligé par les médecins, ce sont les troubles neuropsychiatriques, irritabilité, anxiété, dépression. Si l'on veut améliorer la prise en charge et optimiser l'observance, il est indispensable pour le médecin d'avoir une vigilance accrue pour ces effets. Lorsque, par ailleurs, les moyens permettant de contrôler les effets indésirables sont réduits, ce qui est le cas pour certains effets indésirables cortico-induits, la qualité de la relation médecin-patient est d'une grande importance pour renforcer la confiance dans cette prise en charge. Bien dit, Doc. Les corticoïdes, ok, mais c'est pas sans filet. En déconstruisant si besoin les croyances, Armé d'une bonne surveillance, et en créant une alliance on met à profit la confiance. pour une bonne observance. Et là, on touche l'excellence. Oh. Et pour plus d'infos, il y a la recours. Oui, absolument. Alors tout en gardant à l'esprit que tout ne repose pas sur le médecin. Le patient doit être impliqué pour être acteur de sa prise en charge. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, mais on vous dit à bientôt. Bon, finalement, les corticoïdes, champions multifonctions, mais à double tranchant. Tout est une affaire de réglage. Totalement d'accord, Pénélope.